Je peux recevoir une contravention sans être interpellé si j'utilise mon téléphone. Réponse A, oui. Réponse B, non. Si je n'ai pas mis ma ceinture. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque vous voyez un panneau indiquant zone de vidéo-verbalisation, il est crucial de comprendre ce que cela implique. Dans ces zones, des caméras sont utilisées pour surveiller le trafic et détecter des infractions au code de la route. Vous pouvez recevoir une contravention sans être directement interpellé par un agent de police, et ce pour diverses infractions, y compris l'utilisation du téléphone au volant et le non-port de la ceinture de sécurité. Ces caméras sont capables de capturer des images claires de l'intérieur des véhicules, permettant ainsi de constater ces types d'infractions. Je peux recevoir une contravention sans être interpellé si j'utilise mon téléphone. Réponse A, oui. Si je n'ai pas mis ma ceinture. Réponse C, oui. Réponse A et C. Cette manche à air m'indique que le vent est. Réponse A, faible. Réponse B, fort. Si j'accélère, je ferai moins d'écart de trajectoire. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque vous voyez une manche à air gonflée horizontalement, cela indique que le vent est fort. Un vent fort peut affecter la stabilité de votre véhicule, en particulier si vous conduisez un véhicule haut, comme une camionnette ou si vous tractez une caravane. Dans ces conditions, si vous accélérez, vous ne ferez pas moins d'écart de trajectoire. Au contraire, une vitesse plus élevée peut rendre votre véhicule encore plus sensible aux rafales de vent, augmentant le risque de dévier de votre trajectoire. Il est donc recommandé de réduire votre vitesse et de tenir fortement le volant avec les deux mains pour maintenir le contrôle de votre véhicule face à un vent fort. Cette manche à air m'indique que le vent est, réponse B, fort. Si j'accélère, je ferai moins d'écart de trajectoire. Réponse D, non. Réponse B et D. Pour signaler ma présence, je klaxonne. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je fais des appels de phare. Réponse C, oui. Réponse D, non. Je conduis hors agglomération et en plein jour. Dans ces conditions, l'usage du klaxon est autorisé, même en l'absence de danger imminent. Mon objectif est d'alerter un éventuel véhicule venant en sens inverse de ma présence. Les appels de phare sont inefficaces en plein jour. Un conducteur venant en face ne les remarquerait pas. Le klaxon reste donc la seule option efficace pour signaler ma présence. La mesure la plus cruciale est de réduire ma vitesse et de me positionner sur la droite de ma voie. Pour signaler ma présence, je klaxonne. Réponse A, oui. Je fais des appels de phare. Réponse D, non. Réponse A et D. Le seul élément que je peux maîtriser dans un virage est réponse A, la présence d'autres usagers. Réponse B, l'angle du virage. Réponse C, la vitesse. Réponse D, l'adhérence. Parmi ces 4 propositions, le seul élément que vous pouvez réellement maîtriser dans un virage, c'est la vitesse. Vous avez le contrôle direct sur la vitesse à laquelle vous prenez un virage. Vous ne pouvez pas changer l'angle du virage ni contrôler la présence d'autres usagers. L'adhérence, bien qu'importante, dépend de facteurs externes comme l'état de la route et les conditions météorologiques. Le seul élément que je peux maîtriser dans un virage est, réponse C, la vitesse. L'embrayage est utilisé afin de, réponse A, changer de vitesse, réponse B, engager ou désengager la liaison moteur-roue. Lorsque j'utilise cette pédale, réponse C, j'embraye, réponse D, je débraye.
L'embrayage est un mécanisme essentiel dans une voiture à boîte manuelle. Sa fonction principale est d'engager ou de désengager la liaison entre le moteur et les roues. Cela permet de changer de vitesse en douceur sans endommager la transmission. Lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage, vous débrayez, ce qui signifie que vous coupez temporairement la connexion entre le moteur et les roues. Cela vous permet de changer de vitesse sans risque. A l'inverse, lorsque vous relâchez progressivement la pédale, vous embrayez, rétablissant ainsi la connexion et transmettant la puissance du moteur aux roues. L'embrayage est utilisé afin de, réponse A, changer de vitesse, réponse B, engager ou désengager la liaison moteur-roue. Lorsque j'utilise cette pédale, réponse D, je débraye. Réponse A, B et D. Utiliser plusieurs moyens de transport pour faire le même trajet s'appelle, réponse A, le covoiturage, réponse B, l'intermodalité, réponse C, l'autopartage. L'intermodalité est une approche moderne de déplacement qui consiste à utiliser plusieurs moyens de transport pour réaliser un trajet. Imaginez que vous commenciez votre voyage à pied ou à vélo jusqu'à un pôle d'échange. Là, vous avez le choix entre divers modes de transport: train, tramway, bus, covoiturage ou même des voitures en libre service comme des vélos ou des voitures électriques. L'idée est de réduire l'utilisation de la voiture personnelle en favorisant des options plus économiques et écologiques. L'idée est de réduire l'utilisation de la voiture personnelle en favorisant des options plus économiques et écologiques, même si cela signifie combiner plusieurs moyens de transport. Cette approche vise à rendre nos déplacements plus respectueux de l'environnement et souvent plus efficaces en milieu urbain. Utiliser plusieurs moyens de transport pour faire le même trajet s'appelle, réponse B, l'intermodalité. Pour passer de la position P à la position D sur une voiture automatique, je dois appuyer sur la pédale de frein. Réponse A, oui. Réponse B, non. Appuyer sur le bouton du sélecteur de vitesse. Réponse C, oui. Réponse D, non. Appuyer sur la pédale de frein est une mesure de sécurité. Cela empêche la voiture de se déplacer brusquement lorsque vous passez en mode drive. Appuyer sur le bouton du sélecteur de vitesse est nécessaire pour débloquer le levier et pouvoir le déplacer. C'est un dispositif de sécurité supplémentaire pour éviter les changements de vitesse accidentels. Pour passer de la position P à la position D sur une voiture automatique, je dois appuyer sur la pédale de frein, réponse A, oui. Appuyer sur le bouton du sélecteur de vitesse, réponse C, oui. Réponse A et C. Si tu souhaites obtenir ton code rapidement, abonne-toi, mets un like pour plus de contenu et dis-moi dans les commentaires à combien de fautes tu en es. Une température inadéquate dans l'habitacle accélère l'apparition de la fatigue. Réponse A, oui. Réponse B, non. Favorise l'endormissement. Réponse C, oui. Réponse D, non. Une température inadéquate peut effectivement accélérer l'apparition de la fatigue et favoriser l'endormissement. Lorsque l'habitacle est trop chaud ou trop froid, vous pouvez vous sentir plus fatigué et moins alerte. Il est donc important de maintenir une température confortable dans votre véhicule pour rester vigilant et conduire en toute sécurité. Une température inadéquate dans l'habitacle accélère l'apparition de la fatigue. Réponse A, oui. Favorise l'endormissement. Réponse C, oui. Réponse A et C. En prenant un objet dans la boîte à gants, je risque de ne plus regarder la route pendant, réponse A, 1 seconde, réponse B, 2 secondes, réponse C, plusieurs secondes.
Lorsque je prends un objet dans la boîte à gants, je risque de quitter la route des yeux pendant plusieurs secondes. Suivant la vitesse, vous pouvez parcourir plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres. Cela augmente le risque d'accident. Aucun article du code de la route ne mentionne spécifiquement l'interdiction de chercher quelque chose dans la boîte à gants d'un véhicule. Ce comportement est malgré tout susceptible d'être sanctionné d'une amende de 35 € si les forces de l'ordre estiment qu'il est dangereux. En prenant un objet dans la boîte à gants, je risque de ne plus regarder la route pendant, réponse C, plusieurs secondes. Un niveau d'huile moteur trop bas peut causer la surchauffe du moteur. Réponse A, oui. Réponse B, non. La casse du moteur. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un niveau d'huile trop bas peut causer à la fois la surchauffe du moteur et dans les cas les plus graves, la casse du moteur. L'huile joue un rôle essentiel dans la lubrification et le refroidissement des pièces du moteur. Lorsqu'il n'y a pas assez d'huile, ces pièces frottent les unes contre les autres, générant une chaleur excessive qui peut mener à la surchauffe. Si cette situation persiste, les dommages peuvent s'aggraver jusqu'à la casse du moteur. C'est pourquoi il est primordial de vérifier régulièrement le niveau d'huile de votre véhicule et de le maintenir au niveau recommandé par le constructeur. Un niveau d'huile moteur trop bas peut causer la surchauffe du moteur. Réponse A, oui. La casse du moteur. Réponse C, oui. Réponse A et C. Afin de maximiser le nombre de kilomètres parcourus avec un plein de carburant, je roule en dessous de la vitesse maximale autorisée. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je change de vitesse pour passer au rapport supérieur dès que cela est possible. Réponse C, oui. Réponse D, non. Rouler en dessous de la vitesse maximale autorisée permet de réduire la consommation de carburant, car plus vous roulez vite, plus votre véhicule consomme. De plus, changer de vitesse pour passer au rapport supérieur dès que possible est également bénéfique. Rouler à bas régime dans un rapport élevé permet au moteur de consommer moins. Ces deux techniques, combinées à une conduite souple et anticipative, vous aideront à économiser du carburant et à parcourir plus de kilomètres avec un seul plein. Non seulement cela vous fera faire des économies, mais c'est aussi plus écologique et cela réduit l'usure de votre véhicule. Afin de maximiser le nombre de kilomètres parcourus avec un plein de carburant, je roule en dessous de la vitesse maximale autorisée. Réponse A, oui. Je change de vitesse pour passer au rapport supérieur dès que cela est possible. Réponse C, oui. Réponse A et C. Lorsque je commence à ressentir les premiers signes de fatigue, réponse A, j'accélère afin de diminuer le temps du trajet. Réponse B, je m'arrête dès que j'en ai l'occasion. Réponse C, je fais attention et je poursuis ma route. Lorsque vous commencez à ressentir les premiers signes de fatigue au volant, la réponse correcte est de vous arrêter dès que vous en avez l'occasion. La fatigue au volant est extrêmement dangereuse car elle diminue votre temps de réaction, altère votre jugement et peut conduire à des micro-sommeils. La seule solution sûre est de s'arrêter dans un endroit approprié, de se reposer, voire de faire une courte sieste si nécessaire. Lorsque je commence à ressentir les premiers signes de fatigue, réponse B, je m'arrête dès que j'en ai l'occasion. Dans cette situation, je dépasse le bus. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Ce bus est stationné à droite dans un espace réservé à la prise ou à la dépose de passagers. Si vous voyez le clignotant d'un bus clignoter à droite, cela signifie qu'il est probablement en train de déposer ou de prendre des passagers. En m'approchant, le clignotant change et clignote à gauche. Cela signifie que le bus s'apprête à repartir et à se réinsérer dans la circulation. Dans ce cas, vous ne devez pas dépasser le bus, vous devez ralentir et lui céder le passage pour qu'il puisse quitter son arrêt en toute sécurité. Dans cette situation, je dépasse le bus, réponse B, non. Sauf indication contraire, j'ai le droit de rester garé sur une place de parking. Réponse A, 1 jour, réponse B, 2 jours, réponse C, 7 jours, réponse D, 10 jours. Sauf indication contraire, vous avez le droit de rester garé sur une place de parking pendant un maximum de 7 jours. Cela signifie que si vous ne voyez pas de panneau ou de marquage spécifique indiquant une durée de stationnement limitée ou d'autres restrictions, vous pouvez laisser votre véhicule stationné à cet endroit pendant une semaine. Cependant, il est toujours important de vérifier les panneaux de signalisation aux alentours, car certaines places peuvent avoir des règles particulières qui limitent le temps de stationnement à moins de 7 jours. Sauf indication contraire, j'ai le droit de rester garé sur une place de parking. Réponse C, 7 jours. Quel est le numéro de téléphone d'urgence européen? Réponse A, le 15. Réponse B, le 17. Réponse C, le 112. Réponse D, le 114. Pour prévenir les secours en cas d'urgence en France, vous pouvez composer plusieurs numéros. Le 112, c'est le numéro d'urgence européen accessible dans tous les pays de l'Union européenne. Il vous permet de joindre les services d'urgence tels que le SAMU, la police ou les sapeurs-pompiers. Ce numéro peut être composé gratuitement depuis n'importe quel téléphone, même sans crédit. Le 15, ce numéro est dédié au SAMU, service d'aide médicale d'urgence, et doit être composé en cas d'urgence médicale. Le 17, ce numéro est pour contacter la police ou la gendarmerie en cas de problème de sécurité ou d'infraction. Le 18, ce numéro est réservé aux sapeurs-pompiers et doit être utilisé pour signaler des situations d'urgence telles que des incendies ou des accidents. Le 114, ce numéro est spécifiquement destiné aux personnes sourdes ou malentendantes, permettant de communiquer avec une application ou par SMS. Le numéro de téléphone d'urgence européen est le réponse C 112. L'étiquetage des pneus m'indique réponse A, leur niveau sonore, réponse B, leur impact sur la consommation de carburant, réponse C, leur adhérence sur sol sec, réponse D, leur adhérence sur sol mouillé. L'étiquette obligatoire des pneus neufs informe le conducteur sur plusieurs éléments essentiels pour la sécurité et l'efficacité du véhicule. L'adhérence sur sol humide, cette information est cruciale pour la sécurité car elle indique comment le pneu se comporte sur une route mouillée, ce qui peut réduire les risques d'aquaplanage. L'influence sur la consommation de carburant. Les pneus ont un impact sur la résistance au roulement. Une faible résistance au roulement signifie généralement une meilleure efficacité énergétique. Le niveau sonore, cette donnée est importante pour le confort auditif, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. Les pneus produisent un bruit au roulement et ce niveau sonore est mesuré pour informer le consommateur. L'adhérence sur sol sec n'est généralement pas spécifiquement mentionnée sur cette étiquette, car les tests se concentrent principalement sur les conditions humides qui sont davantage dangereuses. L'étiquetage des pneus m'indique réponse A, leur niveau sonore, réponse B, leur impact sur la consommation de carburant, réponse D, leur adhérence sur sol mouillé, réponse A, B et D. Dans un véhicule, il est impératif de posséder réponse A, un formulaire de constat, réponse B, un gilet à haute visibilité,
Réponse C, un disque de durée de stationnement. Réponse D, un triangle de présignalisation. Dans votre véhicule, il est impératif de posséder plusieurs éléments essentiels pour être en règle et assurer votre sécurité. La loi exige que vous ayez un gilet de sécurité réfléchissant, facilement accessible depuis l'intérieur du véhicule, ainsi qu'un triangle de présignalisation. Ne pas les posséder à bord de votre véhicule vous expose à une amende de 135 euros. Dans un véhicule, il est impératif de posséder, réponse B, un gilet à haute visibilité, réponse D, un triangle de présignalisation, réponse B et D. Dans cette situation, réponse A, je ralentis sans m'écarter, réponse B, je m'écarte sans ralentir, réponse C, je ralentis et je m'écarte. Dans cette situation complexe, la meilleure action à prendre est de ralentir et de vous écarter. Vous êtes confronté à plusieurs dangers simultanés. Une réduction de chaussée, un engin de chantier manœuvrant sur votre voie, des voitures devant vous et derrière un motard proche de vous au milieu de la chaussée. Ralentir et s'écarter est crucial pour vous donner plus de temps de réaction face à ces obstacles et pour réduire les risques d'accident. Dans cette situation, réponse C, je ralentis et je m'écarte. Mon véhicule est resté longtemps au soleil. Pour abaisser la température de l'habitacle, il est recommandé de, réponse A, maintenir les fenêtres fermées et allumer la climatisation. Réponse B, ouvrir les fenêtres et activer la climatisation. Réponse C, ouvrir les fenêtres sans activer la climatisation. Lorsque votre véhicule est resté longtemps au soleil, afin d'abaisser la température de l'habitacle, il est recommandé d'ouvrir les fenêtres. Vous pouvez également ouvrir les portes, mais sans activer immédiatement la climatisation. Quand une voiture est exposée au soleil, l'air à l'intérieur devient extrêmement chaud, bien plus que l'air extérieur. En ouvrant les fenêtres, vous permettez à cet air surchauffé de s'échapper rapidement, créant un courant d'air qui évacue la chaleur accumulée. Si vous activez la climatisation tout de suite avec les fenêtres fermées, le système va devoir travailler beaucoup plus dur pour refroidir, ce qui serait moins efficace et consommerait plus d'énergie. De plus, cela peut user prématurément le moteur du compresseur. Mon véhicule est resté longtemps au soleil. Pour abaisser la température de l'habitacle, il est recommandé de, réponse C, ouvrir les fenêtres sans activer la climatisation. Lorsqu'un usager vous suit de trop près, il est recommandé, réponse A, de réduire légèrement sa vitesse, réponse B, d'augmenter légèrement sa vitesse. Lorsqu'un véhicule vous suit de trop près, il est important d'augmenter la distance de sécurité entre vous et ce véhicule. En ralentissant légèrement, vous créez plus d'espace devant vous. Cela vous donne plus de temps pour réagir en cas de problème et réduire le risque de collision en chaîne. Accélérer ne ferait qu'augmenter le risque, car vous réduirez votre propre distance de sécurité avec le véhicule devant vous. Freiner fortement pourrait surprendre le conducteur derrière vous et provoquer une collision. De plus, cela pourrait entraîner un conflit inutile. Lorsqu'un autre usager vous suit de trop près, il est recommandé, réponse A, de réduire légèrement sa vitesse. L'évacuation rapide d'une victime en position couchée se fait, réponse A, par la tête, réponse B, par le bassin, réponse C, par les chevilles, réponse D, par les épaules. En cas d'urgence nécessitant l'évacuation rapide d'une victime en position couchée,
il est important de savoir comment procéder correctement. La méthode recommandée est d'évacuer la victime par les chevilles. Cette technique, appelée traction par les pieds, permet de déplacer rapidement la personne tout en minimisant les risques de blessures supplémentaires. En saisissant fermement les chevilles, vous pouvez tirer la victime en ligne droite, ce qui aide à maintenir l'alignement de la colonne vertébrale. Cette méthode ne doit être utilisée qu'en cas d'extrême urgence, comme un danger imminent d'incendie ou d'explosion. Dans la plupart des cas, il est préférable d'attendre l'arrivée des secours qui sont formés pour manipuler les victimes en toute sécurité. L'évacuation rapide d'une victime en position couchée se fait, réponse C, par les chevilles. Au restaurant, si je consomme 2 whisky au lieu de 2 bières, mon taux d'alcool dans le sang sera plus élevé. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'élimination de l'alcool dans mon organisme sera plus longue. Réponse C, oui. Réponse D, non. Votre taux d'alcool dans le sang ne sera pas nécessairement plus élevé. Un verre standard de whisky, 3 centilitres à 40 degrés, contient environ la même quantité d'alcool pur qu'une bière standard, 25 centilitres à 5 degrés, soit environ 10 grammes d'alcool. Donc, à nombre de verres égal, le taux d'alcool dans le sang sera similaire. L'élimination de l'alcool dans votre organisme ne sera pas plus longue. La durée d'élimination dépend de la quantité d'alcool total pur consommée, pas du type de boisson. Comme les deux boissons contiennent la même quantité d'alcool pur par verre standard, le temps d'élimination sera similaire. Au restaurant, si je consomme 2 whisky au lieu de 2 bières, mon taux d'alcool dans le sang sera plus élevé. Réponse B, non. L'élimination de l'alcool dans mon organisme sera plus longue. Réponse D, non. Réponse B et D. Dans un coffre de toit, il est recommandé de placer, réponse A, un chargement volumineux mais léger, réponse B, un chargement lourd mais compact. Dans un coffre de toit, il est recommandé de placer un chargement volumineux mais léger, car cela aide à maintenir la stabilité du véhicule en évitant d'élever son centre de gravité, ce qui pourrait rendre la conduite moins sécurisée, surtout dans les virages ou par temps venteux. Les objets lourds doivent être placés dans le coffre de la voiture, de préférence le plus bas possible afin de garantir une meilleure stabilité sur la route. Dans un coffre de toit, il est recommandé de placer, réponse A, un chargement volumineux mais léger. En positionnant mon pied au-dessus du frein, je réduis mon temps de réaction. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je tiens compte du véhicule qui me suit. Réponse C, oui. Réponse D, non. En cas de risque de danger, vous devez positionner votre pied au-dessus de la pédale de frein. Ainsi, vous réduisez votre temps de réaction et votre distance de freinage. Cette position vous permet de réagir plus rapidement en cas de besoin, car votre pied est déjà prêt à appuyer sur le frein. Si un véhicule vous suit de trop près, vous pouvez légèrement appuyer sur la pédale de frein. Cela allumera les feux stop et avertira le conducteur derrière vous d'un éventuel danger. En positionnant mon pied au-dessus du frein, je réduis mon temps de réaction. Réponse A, oui. Je tiens compte du véhicule qui me suit. Réponse C, oui. Réponse A et C. Pendant ma période probatoire, je serai sanctionné pour non-port de la ceinture d'un retrait de réponse A, 1 point. Réponse B, 3 points. Je devrais participer à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Si vous ne portez pas votre ceinture, vous serez sanctionné par un retrait de 3 points et une amende de 135 euros. Cela représente une perte importante sur votre capital de 6 points en période probatoire. Attention, il n'y a pas de récupération automatique de points pendant la période probatoire. De plus, vous devrez obligatoirement participer à un stage de sensibilisation à la sécurité routière dont le prix varie entre 130 et 250 euros. Ce stage vous permettra de récupérer jusqu'à 4 points. Pendant ma période probatoire, je serai sanctionné pour non-port de la ceinture d'un retrait de réponse B 3 points. Je devrais participer à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Réponse C, oui. Réponse B et C. Lorsque je suis arrêté au feu rouge, je peux prendre mon téléphone pour passer un appel. Réponse A, oui. Réponse B, non. Envoyer un message. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque vous êtes arrêté à un feu rouge, il est interdit d'utiliser votre téléphone pour passer un appel ou envoyer un message. Même si votre véhicule est à l'arrêt, la loi considère que vous êtes en situation de circulation, ce qui rend l'usage du téléphone tenu en main illégal. Cela signifie que vous risquez une amende de 135 euros et un retrait de 3 points sur votre permis de conduire. Pour pouvoir utiliser votre téléphone légalement, vous devez être garé sur une place de stationnement moteur éteint et non simplement arrêté au feu rouge ou dans un embouteillage. Lorsque je suis arrêté au feu rouge, je peux prendre mon téléphone pour passer un appel. Réponse B, non. Envoyer un message. Réponse D, non. Réponse B et D. Durant mon temps de réaction, je parcours environ 30 mètres à 100 km/h. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ma vitesse diminue. Réponse C, oui. Réponse D, non. À une vitesse de 100 km/h, je parcours approximativement 30 mètres par seconde. Pour estimer rapidement cette distance, on peut utiliser une astuce simple. Prendre le chiffre des dizaines de la vitesse en km/h, dans ce cas 10, et le multiplier par 3. Ainsi, 10 fois 3 égale 30. Pendant le temps de réaction qui est d'environ 1 seconde, le conducteur perçoit le danger, analyse la situation et prend une décision sur la manière d'y répondre. Cependant, durant ce laps de temps, le véhicule continue d'avancer à la même vitesse, ce qui peut entraîner une distance parcourue significative avant que le conducteur n'agisse pendant cette période, car aucun ordre n'est donné aux muscles. Garder le pied au-dessus de la pédale de frein est crucial, car cela permet une réaction rapide en cas de danger. Cette position facilite un freinage immédiat, ce qui peut réduire la distance d'arrêt et augmenter la sécurité sur la route. Durant mon temps de réaction, je parcours environ 30 mètres à 100 km/h. Réponse A, oui. Ma vitesse diminue. Réponse D, non. Réponse A et D. Les plaquettes de frein sont situées. Réponse A en zone 1. Réponse B en zone 2. Ce système de freinage est, réponse C, à disque. Réponse D, à tambour. Sur l'image, nous voyons un système de frein à disque, identifiable par le disque métallique et l'étrier. Les plaquettes de frein sont les éléments qui pressent contre ce disque pour ralentir le véhicule. Elles sont situées en zone 2, là où l'étrier les maintient contre le disque. Un frein à disque est utilisé pour un freinage efficace et puissant, ce qui est commun avec les véhicules modernes. Les plaquettes de frein sont situées en réponse B, zone 2. Ce système de freinage est réponse C, à disque. Réponse B et C. Sur cette route limitée à 80 km/h, ce marquage blanc sur la route mesure réponse A 1 mètre, réponse B 3 mètres. L'espace entre deux marquages mesure réponse C 5 mètres,
Réponse D, 10 mètres. Les dimensions des marquages au sol sont importantes à connaître car elles vous aident à estimer les distances sur la route. Sur une route à double sens de circulation sans terre-plein central limitée à 80 km/h, la ligne centrale mesure 3 mètres et l'espace entre deux lignes mesure 10 mètres. Pour calculer la distance de sécurité à respecter à une vitesse de 80 km/h, je multiplie le premier chiffre de la vitesse par 3, donc 3 fois 8 qui est égal à 24. 24 mètres correspond à ma distance parcourue en une seconde. Je multiplie 24 par 2 pour connaître la distance parcourue pendant mon temps de réaction plus ma distance de freinage. Donc 24 fois 2 est égal à 48 mètres. Sur cette route, la distance minimale de sécurité entre deux véhicules représente environ 4 traits et correspond à 42 mètres. Sur cette route limitée à 80 km/h, ce marquage blanc sur la route mesure, réponse B, 3 mètres. L'espace entre deux marquages mesure, réponse D, 10 mètres. Réponse B et D. Lorsqu'un feu clignotant commence à clignoter plus vite que d'habitude, cela indique, réponse A, un dysfonctionnement, réponse B, que la batterie de la voiture est presque déchargée. Lorsqu'un feu clignotant d'un véhicule commence à clignoter plus rapidement que d'habitude, cela indique généralement un dysfonctionnement. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière du véhicule, ce changement de rythme est souvent le signe que l'ampoule va griller. Le système électrique détecte une résistance plus faible due à l'ampoule défectueuse, ce qui provoque un clignotement plus rapide. Ce n'est pas lié à l'état de charge de la batterie. Il est important de vérifier et de remplacer l'ampoule défectueuse dès que possible. De plus, vous risquez une amende de 35 € et une perte de 3 points. Lorsqu'un feu clignotant commence à clignoter plus vite que d'habitude, cela indique, réponse A, un dysfonctionnement. Conduire avec un taux d'alcoolémie de 0,30 mg par litre d'air expiré est, réponse A, autorisé, réponse B, une infraction, réponse C, un délit. Il est crucial de distinguer le taux d'alcool dans le sang et dans l'air expiré. Pour convertir le taux d'alcool dans l'air expiré en taux d'alcool dans le sang, il faut multiplier le taux d'alcool par litre d'air expiré par 2. Par exemple, 0,30 mg par litre d'air équivaut à 0,60 g par litre de sang. Le seuil légal autorisé est de 0,25 mg par litre d'air maximum ou 0,50 g par litre de sang, ce qui correspond à une unité d'alcool servie au restaurant ou en pub. Au-delà, le taux compris entre 0,25 mg par litre et 0,40 mg par litre d'air expiré ou 0,5 g par litre jusqu'à 0,8 g par litre est une infraction punie d'une amende de 135 €. Le délit, lui, commence à 0,40 mg par litre d'air ou 0,80 g par litre de sang. À noter qu'en période probatoire, si vous consommez de l'alcool, votre permis sera suspendu sur le champ. Hors permis probatoire, conduire avec un taux d'alcoolémie de 0,30 mg par litre d'air expiré est, réponse B, une infraction. Écouter la radio dans ce tunnel m'informera, réponse A, en cas d'embouteillage, réponse B, en cas d'évacuation, sur l'ensemble des fréquences dans certains tunnels, réponse C, oui, réponse D, non. Dans de nombreux tunnels, notamment les plus longs ou les plus fréquentés, un système de radiodiffusion spécial est mis en place. Ce système peut diffuser des informations importantes sur toutes les fréquences radio, ce qui signifie que quelle que soit la station que vous écoutez,
vous recevrez ces messages. Ces informations peuvent vous alerter en cas d'embouteillage dans le tunnel, ce qui vous permettra d'adapter votre conduite. Plus important encore, en cas d'urgence nécessitant une évacuation du tunnel, des instructions vitales seront diffusées par ce moyen. C'est pourquoi il est recommandé de garder votre radio allumée lorsque vous traversez un tunnel, même si vous préférez habituellement conduire sans musique. Écouter la radio dans ce tunnel m'informera réponse A en cas d'embouteillage, réponse B en cas d'évacuation, sur l'ensemble des fréquences dans certains tunnels, réponse C oui, réponse A, B et C. Je tourne à droite, je passe en premier par rapport à ce cycliste, réponse A oui, réponse B non. Lorsque vous conduisez et que vous souhaitez tourner à droite, il est important de céder le passage aux cyclistes circulant sur la bande cyclable à droite de votre voie. Sur l'image, un cycliste est clairement visible sur la bande cyclable, et tourner sans le laisser passer peut entraîner un risque de collision. Il faut attendre que le cycliste passe avant de tourner pour éviter tout danger et respecter le partage de la route. Je tourne à droite, je passe en premier par rapport à ce cycliste. Réponse B, non. Ce panneau m'avertit d'un danger lorsque la chaussée est sèche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsque la chaussée est mouillée. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce panneau vous avertit d'un risque de dérapage et il est crucial d'en tenir compte en toutes circonstances, que la chaussée soit sèche ou mouillée. L'absence de panonceau signifie que le danger n'est pas spécifiquement lié aux conditions météorologiques comme la pluie ou le verglas. Le risque peut provenir de la route elle-même, un revêtement en mauvais état, un dévers prononcé ou la présence de gravillons. Donc même par temps sec, restez vigilant et adaptez votre conduite. Ce panneau m'avertit d'un danger lorsque la route est sèche. Réponse A, oui. Lorsque la chaussée est mouillée. Réponse C, oui. Réponse A et C. À 130 km/h, près de la moitié de la consommation de carburant est attribuable. Réponse A à la résistance de l'air contre le véhicule. Réponse B aux frictions mécaniques du moteur. Réponse C au contact des pneumatiques avec la chaussée. Lorsque vous roulez à 130 km/h, près de la moitié de la consommation de carburant est attribuable à la résistance de l'air contre le véhicule. À cette vitesse, la force de l'air qui s'oppose au déplacement de votre véhicule devient très significative. Elle augmente de manière exponentielle avec la vitesse, bien plus que les frictions mécaniques du moteur ou le contact des pneumatiques avec la chaussée. C'est pourquoi réduire votre vitesse, même légèrement, peut avoir un impact important sur votre consommation de carburant. Cela explique aussi pourquoi l'aérodynamisme des véhicules est si important pour les constructeurs, surtout pour les voitures destinées à rouler fréquemment sur autoroute. À 130 km/h, près de la moitié de la consommation de carburant est attribuable, réponse A, à la résistance de l'air contre le véhicule. J'observe attentivement chaque direction à un carrefour que je franchis. Lorsque j'ai la priorité, réponse A, oui, réponse B, non. Lorsque je n'ai pas la priorité, réponse C, oui, réponse D, non. Lorsque j'aborde un croisement ou un carrefour, il est essentiel d'observer attentivement chaque direction, que vous ayez la priorité ou non.
Lorsque vous avez la priorité, il est important de rester vigilant, car d'autres usagers de la route peuvent ne pas respecter les règles de la circulation. Lorsque vous n'avez pas la priorité, votre attention doit être encore plus accrue, car vous devez céder le passage aux véhicules et piétons qui ont la priorité. J'observe attentivement chaque direction à un carrefour que je franchis lorsque j'ai la priorité. Réponse A, oui. Lorsque je n'ai pas la priorité, réponse C, oui. Réponse A et C. Un véhicule électrique génère moins de pollution qu'un véhicule à essence lorsqu'il circule. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il est mieux adapté au trajet. Réponse C, long. Réponse D, court. Les véhicules électriques génèrent généralement moins de pollution que les véhicules à essence lorsqu'ils circulent. En ce qui concerne l'adaptation au trajet, les véhicules électriques sont bien adaptés aux trajets quotidiens et urbains grâce à leur autonomie suffisante pour la plupart des déplacements quotidiens. Pour les longs trajets, il est important de planifier les arrêts de charge. Les bornes de recharge, souvent peu nombreuses, sont fréquemment déjà occupées. De plus, le temps de recharge peut être assez long. Également, il peut être difficile de localiser ces bornes, ce qui complique l'itinéraire du parcours par rapport au niveau de charge de la batterie. Un véhicule électrique génère moins de pollution qu'un véhicule à essence lorsqu'il circule. Réponse A, oui. Il est mieux adapté au trajet. Réponse D, court. Réponse A et D. Circulant à vélo, je dois m'arrêter à ce feu. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je suis autorisé à tourner à gauche. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans cette situation, même si le panonceau indique que les vélos peuvent tourner à gauche malgré l'interdiction, cela ne signifie pas que vous pouvez franchir le feu rouge. Il existe une signalisation spécifique, comme ce panonceau, qui autorise les cyclistes à passer au feu rouge dans certaines directions. Vous devez vous arrêter au feu rouge comme tous les autres usagers de la route. Passer au feu rouge vous exposera à une amende de 135 €, même à vélo. Donc, dans ce cas précis, vous devez vous arrêter au feu rouge et vous serez autorisé à tourner à gauche une fois le feu passé au vert. Circulant à vélo, je dois m'arrêter à ce feu. Réponse A, oui. Je suis autorisé à tourner à gauche. Réponse C, oui. Réponse A et C. L'alcool diminue principalement la perception de la couleur. Réponse A, jaune. Réponse B, verte. Réponse C, rouge. Réponse D, bleu. L'alcool affecte principalement notre perception de la couleur rouge. Cela signifie que sous influence de l'alcool, nous avons plus de difficultés à distinguer les nuances de rouge. Pensez au feu stop des véhicules devant vous, aux feux de circulation ou aux panneaux de signalisation rouge comme les stops. Une perception altérée de cette couleur peut entraîner des retards dans notre temps de réaction ou même nous faire manquer des signaux importants. L'alcool diminue principalement la perception de la couleur. Réponse C, rouge. Les utilisateurs arrivant en face vont rencontrer le panneau. Réponse A, panneau numéro 1. Réponse B, panneau numéro 2. Réponse C, panneau numéro 3. Réponse D, panneau numéro 4. Le panneau carré bleu se trouvant à droite m'indique que les véhicules circulant dans mon sens ont la priorité sur ceux venant en face. Le panneau numéro 1 impose de céder le passage aux usagers qui arrivent en face. Le panneau numéro 2 annonce que vous avez la priorité par rapport aux véhicules venant en face.
Le panneau numéro 3 annonce le début d'une voie de circulation à double sens. Il ne bénéficie d'aucune règle de priorité. Le panneau numéro 4 annonce une voie à sens unique pour les véhicules motorisés et à double sens pour les cyclistes. Dans cette disposition, les utilisateurs venant en sens inverse vont rencontrer le panneau numéro 1 et devront me céder le passage. Réponse A. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as appris de nouvelles choses. N'hésite pas à mettre un like pour me récompenser et à tout de suite dans une prochaine vidéo.